Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde dont je vais tout de suite vous présenter les intervenants. Donc, tout de suite à ma gauche, Philippe Dorge, directeur général adjoint en charge de la branche service courrier colis du groupe La Poste. Ensuite, Élodie Bernadi, directrice du développement durable chez L'Oréal France. Franck Amalric, sponsor domaine d'excellence d'entreprise et finances durables chez Square Management. Julie Delaude, directrice des projets et de la transformation chez Aigle International. Et enfin, Gianluca Colombo, directeur des achats du groupe Firmenich. Alors, cette table ronde s'appelle « En route vers le net zéro, décarboner ou tout changer ». Alors, cette route vers le net zéro, il est d'autant plus urgent de l'emprunter chaque jour que un rapport de l'ONU est sorti hier qui s'appelle United in Science et qui dit que les émissions mondiales de CO2 continuent d'augmenter. Elles ont augmenté de plus 1,2% sur janvier-mai 2022 par rapport à 2019, qui était déjà une année record. Donc évidemment, cette augmentation n'est pas la même dans tous les pays. En Europe, à l'échelle européenne, les émissions ont augmenté de plus 2,2% et en France de plus 3%. Le cadre de ce débat est emprunté à l'ADEME, je ne sais pas s'il y a des gens de l'ADEME dans la salle, et notamment d'un document qui s'appelle « 10 principes pour une stratégie climat ambitieuse » dans le cadre de la Net Zero Initiative. Alors, je vais donner quelques petites définitions avant que l'on commence. On s'est tous mis d'accord, évidemment, là-dessus. Alors, ce sont les définitions de l'ADEME. La définition du net zéro pour une entreprise, c'est d'avoir une stratégie net zéro, c'est de vouloir opérer, les transformations nécessaires à l'atteinte de la neutralité qui, elle, ne peut être que planétaire. L'ADEME précise, la stratégie économique de l'entreprise ne doit pas entrer en contradiction avec sa stratégie climat. Il y a 3 types d'actions pour une entreprise: réduire, éviter, c'est-à-dire contribuer à réduire chez les autres, et enfin séquestrer. L'ADEME précise, ces 3 actions ne sont pas fongibles, elles sont ni soustrayables ni additionnables. Enfin, la réduction des émissions, donc le premier volet, est la priorité absolue et doit être faite au juste niveau, c'est-à-dire en respectant l'accord de Paris et à la bonne vitesse. Durant cette table ronde, d'une durée de 1h15, j'espère que nous aurons le temps de vous faire participer et de vous faire poser des questions, nous allons nous concentrer sur l'action de réduction, puisqu'elle est la priorité absolue, la première à mettre en œuvre et de loin la plus difficile. Alors, je rejoins les intervenants. Et donc, pour réduire ces émissions, la première chose à faire, c'est de mesurer. Parce que si on ne sait pas de quoi on part, c'est difficile de savoir de combien on doit réduire. Et je voudrais commencer par évoquer les difficultés et les défis de la mesure, puisqu'ils sont nombreux, et essayer de nous concentrer, si vous le voulez bien, sur le scope 3. Alors, le scope 3, il y a 3 scopes dans les émissions. Les émissions directes d'une entreprise sur ses sites ou ses implantations, ses bureaux. Les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie. Et enfin, le scope 3, le fameux scope 3, qui représente tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est en amont et en aval. Et alors, pourquoi je souhaiterais qu'on se concentre sur le scope 3 ? Parce que, hasard ou pas, tous les intervenants qui sont là aujourd'hui ont un scope 3 qui va de 78% de leur empreinte carbone à 99%. Julie Delaude, donc, est-ce que vous pourriez répondre justement à cette première question, les difficultés de la mesure du scope 3 chez Aigle International ? Oui, alors tout à fait. La mesure, déjà, comme vous l'avez dit, c'est un point primordial. C'est l'initialisation de la démarche, à la fois pour savoir d'où on part, où on veut aller et où agir.
Si on ne mesure pas, on ne sait pas où sont les actions potentiellement sur le scope 3. Après, c'est une démarche qui aujourd'hui est encore une démarche d'expertise. On ne maîtrise pas forcément en interne les compétences de cette mesure. Et c'est pour ça qu'il faut savoir être humble. On est dans une phase d'apprentissage. En tout cas, chez Aigle, on l'a appris comme ça. Et au fil des 2-3 dernières années du projet Positive Impact, on a mis en place des partenariats avec des gens qui nous accompagnent à la fois pour nous conseiller et aussi pour nous challenger. On a fait notre bilan carbone en 2020. Après, on s'est fait accompagner par la Fondation Cool Planète pour mettre en place un plan d'action qui était aligné justement avec ces premières mesures. Et puis, on est régulièrement audité, donc challengé sur la façon dont on mesure ces KPI de réduction carbone ou autres par l'OTI. On va refaire un bilan carbone cette année 2022 où on va essayer d'être aussi plus précis, de mettre en place des hypothèses plus concrètes, entre autres sur ce scope 3, parce que les résultats de notre premier bilan carbone nous disaient que l'ambition était de réduire de 46% toutes nos émissions, en lien avec, pour le coup, le SBTI, qui est pour le coup... la target en fait scientifique dans laquelle, au-delà de la mesure, on doit s'inscrire en termes de trajectoire, parce que la mesure, c'est une donnée brute. Et après, il faut prendre des engagements qui sont aussi basés sur des études scientifiques quantifiées. Alors, la trajectoire, on va en parler juste après. Juste les difficultés de la mesure pour vous précisément. En préparant donc cette table ronde, on avait parlé d'une multitude de références juste pour un produit. On est sur une chaîne dans la mode qui est très fragmentée, et puis on va avoir besoin de collecter des informations sur tous les rangs de nos fournisseurs. Donc du fournisseur de rang 1 qui nous fournit notre produit fini, quand c'est pas nous qui le fabriquons, jusqu'au fournisseur de matières premières, donc par exemple le coton, vous avez cité. Donc nous, sur le scope 3, on est à 78% d'émissions carbone. Et pour le coup, on doit prendre des engagements là-dessus. On sait un pôle d'émissions qui est très fort sur le polyester, qui représente pour une marque d'activewear comme nous à peu près 75% de nos produits. Et on a pris des engagements de réduction de 50% là-dessus. Et en fait, c'est vraiment en mesurant et en allant chercher une information complexe, fine, en remontant toute la chaîne de traçabilité, qu'on a pu avoir ces éléments-là. Sur les 78% de ce fameux scope 3, 80% viennent des matières premières. Et en fait, si on ne prend pas l'action de mesurer, on ne sait pas où prendre les bonnes actions derrière. Et pour le coup, on va manquer d'efficacité, on va être subjectif, et on va pouvoir faire plutôt de la communication et pas de l'action fondamentale à court terme. Merci beaucoup. Élodie Bernadi, est-ce que chez L'Oréal, donc vous, le scope 3 chez L'Oréal, vous êtes le record de la table aujourd'hui, c'est 99%. Oui, absolument. Et dans ces 99%, ce qui est déterminant pour nous dans justement notre stratégie d'entreprise, c'est que 46% résident dans la phase d'usage de nos produits. Donc c'est l'énergie que nos consommateurs vont utiliser pour chauffer l'eau de leur douche et rincer, shampoing, gel douche, soins capillaires, que sais-je. Et donc on se rend compte qu'on a, nous, une grande responsabilité. Ça détermine justement nos stratégies de recherche et innovation. C'est-à-dire comment je vais pouvoir permettre à mes consommateurs de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour moi-même avoir un impact sur mon scope 3. Et c'est un de nos grands engagements de notre programme L'Oréal pour le futur qui nous engage à 2030. C'est d'aider nos consommateurs à réduire de 25% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais alors justement, comment faites-vous pour mesurer la durée d'utilisation de l'eau chaude pour rincer vos shampoings vous n'êtes pas dans la salle de bain de tous vos... Non. Après, on a quand même 100 ans de recherche et développement sur le capillaire. Hein, c'est la catégorie dans laquelle le groupe est né. Donc on a quand même nos chercheurs qui sont assez aguerris sur le sujet. On a aussi collecté beaucoup de data. Donc on arrive à faire des moyennes. En moyenne, un consommateur va utiliser X litres d'eau dans telle région du monde, etc. Donc on arrive à faire ces moyennes-là. Et surtout, ce qu'on travaille, c'est la formulation de ces produits-là pour avoir des formules qu'on appelle chez nous hautement rinçables, qui vont permettre aux consommateurs de réduire la quantité d'eau nécessaire pour les rincer, donc la quantité d'énergie nécessaire à chauffer cette eau. Et j'ai un exemple très concret à vous donner, puisqu'on a lancé en début d'année sur le marché français, sur la marque Ultradoux, qui est une marque en plus extrêmement pénétrée sur le marché français. C'est plus de 20 millions de foyers qui utilisent Ultradoux aujourd'hui. Donc c'est pas un hasard si on le lance sur cette marque. Ce qu'on a appelé des démêlants sans rinçage. Donc là, on saute même carrément une étape sous la douche. Donc c'est un démêlant que vous utilisez au sortir de la douche sur cheveux humides.
Et alors, hors utilisation des produits, vous avez quand même dans votre scope 3 tout le reste, c'est-à-dire 99 moins 46. Comment vous mesurez ça? Est-ce que vous avez des difficultés? Alors, comment on le mesure? Avec la data qu'on arrive à collecter dans tous les pays de L'Oréal. Donc ça, c'est la force de notre réseau quand même. Donc effectivement, il y a 46% qui résident dans la phase d'usage. Après, on a 20% qui est sur notre activité packaging au sens large. Donc la manière dont on va extraire la matière dont on a besoin, la manière dont elle va être aussi recyclée, la manière dont elle va être produite. Et ensuite, on a, si je vous fais le gros, 10 et 10, les transports et le sourcing de nos matières premières. Donc effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit. Une fois que vous savez ça, vous avez déjà à peu près 70% de vos impacts. Vous savez où est-ce qu'il est urgent d'agir. Et donc effectivement, on a aussi un grand engagement sur la réduction des émissions de CO2 de nos transports, qu'on veut réduire de 50% d'ici à 2030. On a aussi des grands engagements sur la contribution à la neutralité carbone de nos sites partout dans le monde. Donc ça, c'est scope 1. Scope 1, absolument. Et ensuite, le dernier engagement sur le carbone, c'est celui que je vous ai donné sur réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos consommateurs. Merci beaucoup. Et nous aussi, on est basé sur le référentiel SBTI, dans le respect des limites planétaires, pour se fixer effectivement le cadre de comment on opère. On va en parler juste après. Gianluca Colombo, la mesure chez vous, Firmenich, donc comment ça se passe? Chez nous, la mesure sur le scope 3. Hein. Bon, scope 1 et 2, on en parle pas. C'est relativement simple, c'est sous contrôle. Les données sont dans le cadre de l'entreprise, donc c'est beaucoup plus facile d'agir. Sur le scope 3, chez nous, on est à 97% de nos émissions, c'est scope 3, dont 94%, c'est les matières premières. Donc chez nous, l'enjeu primordial, c'est les matières premières. Alors aujourd'hui, jusque-là, on avait une approche qui était essentiellement basée sur des moyennes par ingrédient, un peu comme l'histoire de la douche chez L'Oréal. Donc par ingrédient, on sait quelles sont les chaînes de la valeur et du coup, on peut simuler. Mais bien sûr, ça ne nous permet pas d'être plus pointu en termes d'action. Je reviens sur le fait, mesurer, c'est aussi agir. Et donc là, on a décidé d'aller un peu plus loin et en fait, on va engager nos fournisseurs, un peu comme nous, on est engagé, je sais que L'Oréal, avec CDP, dans la mesure, donc la partie transparence des données et définition des objectifs. Donc aujourd'hui, on a 20% de nos fournisseurs, enfin du spend de nos fournisseurs, qui est déjà couvert par CDP. On a un objectif à 80% en 2025. Et on va complémenter ça avec d'autres mesures, parce que bien sûr, CDP, c'est un peu l'artillerie lourde, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec l'ensemble de nos fournisseurs. On en a 3500 sur la matière première, donc on commence avec les gros. Et pour les autres, on va pour l'instant avoir un mix de mesures un peu simplifiées, entre guillemets, avec EcoVadis, Carbon Action Module. Et ensuite, on va rajouter des mesures internes avec des scorecards de fournisseurs. Tout ça, c'est une démarche qui demande beaucoup d'engagement direct, par contre, avec les fournisseurs. Et donc beaucoup de travail des équipes internes et engagement avec les fournisseurs. Merci. Franck Amalric, donc vous travaillez beaucoup avec le secteur financier. Est-ce qu'il y a des difficultés aussi pour mesurer les émissions, enfin le scope 3 dans le secteur financier, qui là aussi représente la très grande majorité de l'empreinte carbone? Oui, pour les banques, je parlerai spécifiquement des banques plutôt que des gestionnaires d'actifs ou encore des assurances. Pour les banques, évidemment, leur impact principal, c'est via leur portefeuille, donc leur portefeuille crédit. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à récupérer l'ensemble des données, donc pour essayer d'évaluer l'impact de ce portefeuille de crédit. Et la difficulté, en quelque sorte, provient de la difficulté des entreprises déjà à avoir ces informations-là, mais pas que des entreprises. Il faut penser aussi aux professionnels. Et toute la difficulté, par exemple, de mesurer une empreinte carbone chez un agriculteur et également chez les particuliers. Et toute la problématique, par exemple, de récupérer des données sur le chauffage, sur les émissions qui sont liées dans le cadre résidentiel, par exemple, donc qui sont liées à des crédits immobiliers. Et non seulement la difficulté au départ de récupérer des données sur la performance énergétique des bâtiments lors de la transaction initiale, mais ensuite également de récupérer des données possiblement sur l'utilisation. Donc, est-ce que les gens se chauffent à 22, 23 degrés ou est-ce qu'ils respectent l'objectif de sobriété de 19 degrés. Et ensuite, à partir du moment où il y a des travaux qui ont été réalisés de rénovation énergétique, de pouvoir récupérer
ces données-là, parce que la banque n'est pas nécessairement impliquée dans le financement de ces travaux. D'accord. Donc, bon, là, j'entends que c'est effectivement très compliqué, mais simplement dans un portefeuille, on sait quand même assez facilement dire quel est le pourcentage du portefeuille qui contribue au développement des énergies fossiles. Ça, c'est pas très, très compliqué. Cette information-là existe, mais évidemment. Mais si on regarde sur l'ensemble, si vous voulez, de l'économie française, si on regarde les différentes parts des émissions, hein, puisque vous l'avez rappelé, ça continue à augmenter, et ben, par exemple, sur l'exemple de l'agriculture, qui n'est pas nécessairement l'exemple qu'on a en tête, c'est 20% des émissions en France, d'où le rôle central des agriculteurs et toute la problématique des banques qui veulent accompagner ces agriculteurs de comprendre si, par exemple, un agriculteur a mis en place des méthodes de culture qui vont réduire les émissions de carbone et de combien. Donc là aussi, il y a tout un tas de sujets méthodologiques assez complexes. Le résidentiel, c'est 15 ou 20% des émissions, et pareil, donc toutes ces problématiques-là. Donc il y a en effet, sur certains secteurs, des informations qui existent, notamment toutes les informations des grandes entreprises qui ont pris des engagements pour fournir ces informations-là. Mais si le but, c'est de dire où est-ce que je peux agir, où est-ce que la banque peut contribuer à la transition et quelle influence elle peut avoir, et ben c'est aussi de comprendre, comme les autres personnes l'ont dit, c'est comprendre quelles sont les grandes masses et où est-ce que les banques peuvent avoir l'impact le plus significatif. Et donc tout ça suppose quand même d'avoir un diagnostic assez global sur l'ensemble du portefeuille. Et ça se heurte à des difficultés donc, de données, non seulement de récupération de la donnée quand elle existe, mais également de qualité de données, parce que beaucoup de données sont des données déclaratives, et on sait que dans certains cas, ces données ne sont pas nécessairement d'une qualité tout à fait fiable. Merci. Donc, mesurer, on vient d'en parler. Ensuite, pour réduire, il faut se donner aussi une trajectoire. Alors, jusqu'à maintenant, Philippe Dorge, je ne vous ai pas donné la parole parce que, mesurer pour le groupe La Poste, ce n'est pas la grande difficulté. Arrêtez-moi si je... Non, je ne vous arrête pas. C'est sur le scope 3. En revanche, oui, donc vous avez aussi un scope 3 qui est de 78%, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et la partie interne, c'est 75% à peu près des émissions, et la partie scope 3, ça représente 25%. Mais je vais l'expliquer. En fait, ce qui pèse énormément chez nous, c'est la logistique, c'est évidemment le transport. D'accord. Et alors, vous vous êtes donné des trajectoires. Pourquoi est-ce qu'il est important de se donner des trajectoires ? Je passerai la parole également aux autres participants, plutôt que de dire, des trajectoires avec des étapes, plutôt que de dire, voilà où je serai en 2050. Alors, il est important de se donner une trajectoire pour aller justement vers le zéro émission nette. Et c'est notre engagement que nous avons pris dans le plan stratégique en 2021 de la Poste engagée pour vous. Et c'est un changement d'échelle complet. Et nous sommes aujourd'hui le seul opérateur postal, déjà aujourd'hui dans le monde, à être neutre carbone. Mais passer de la neutralité carbone au zéro net émission, c'est vraiment tout changer pour décarboner. Je n'oppose pas les deux termes. En fait, de 2013 à 2025, on a une trajectoire dans le cadre de la neutralité, parce que la neutralité, on pense tout de suite à compensation, mais avant de compenser, c'est la réduction qui est la priorité. Donc le groupe La Poste est déjà engagé sur une trajectoire de moins 30% de ses émissions, alors même que des volumes de marchandises augmentent, ce qui est assez déjà ambitieux. Et là, d'avoir un nouvel objectif zéro net émission, c'est-à-dire affaler vraiment nos émissions carbone de plus de 90%, et vous avez parlé de l'accord de Paris, du SBTI, c'est 2050, c'est très rapide en réalité. Et moins 45% entre 21 et 30, c'est un changement d'échelle. Donc c'est une accélération complète. Nous, nos émissions, 80%, c'est le transport. Bien sûr, on pourra parler des autres sujets comme les bâtiments. Dans les 80 points, c'est 30%, c'est le premier et le dernier kilomètre. C'est le facteur que vous voyez qui collecte ou qui distribue. Là, c'est l'électrification. La solution, c'est l'électrification. Et on a décidé d'accélérer encore on a 47% aujourd'hui de notre flotte de distribution qui est électrique. Et on va doubler en fait cette flotte de véhicules électriques pour y arriver. On va ainsi décarboner complètement les livraisons de toutes les métropoles à la Poste
Poste d'ici 2024. Donc vous ne verrez plus un véhicule thermique dans les métropoles en France. Puis la Poste, c'est aussi à l'international, hein, dans 350 villes. Et puis il y a 50 points dans ces 80. C'est le transport en fait d'acheminement national. C'est l'aérien, c'est les poids lourds, hein, c'est les liaisons nationales. Et là, évidemment, c'est plus compliqué. Et c'est la raison pour laquelle on rentre dans un programme très ambitieux avec la filière poids lourd pour aller vers l'hydrogène, aller vers l'électrification et transitoirement, parce qu'il faut arriver au moins 45% parce que l'hydrogène, 2030. C'est pas pour demain matin. Voilà, on a des prototypes aujourd'hui de poids lourds hydrogène, mais pas à l'échelle industrielle, évidemment, et donc d'avoir aussi un accès aux biocarburants, pour en parler, dans certaines conditions, évidemment, parce qu'il ne faut pas que ça soit au détriment de l'alimentaire, du retournement des terres. C'est extrêmement sensible et important. Voilà. Et puis la logistique urbaine, et donc de complètement décarboner cette logistique urbaine. On parlait de la finance durable. Dans le groupe La Poste, il y a la Banque Postale qui a pris un engagement fort, 100% ISR, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Banque Postale ne finance plus aucun projet qui fondé sur la production d'énergie thermique ou de charbon, donc. Et puis la mobilisation des parties prenantes, on pourra en parler en particulier dans le scope 3, avec les clients, comment faire pour être une entreprise engageante. Merci. Donc, pour la définition de la trajectoire, je voudrais vous faire parler ceux qui veulent prendre la parole là-dessus. On parle beaucoup de SBTI, donc on n'a pas dit ce que ça voulait dire. Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Hein. Donc, c'est Science Based Target Initiative. Donc, c'est une initiative qui se cale sur les objectifs de l'accord de Paris et dont les entreprises enfin, pas se servent, mais enfin, qui aident les entreprises justement à suivre leurs engagements. Et donc, c'est une sorte de label. Donc, c'est pour ça que tout le monde dit SBTI, je suis SBTI. Donc, c'est un gage de sérieux. Alors, justement, SBTI, il donne des trajectoires différentes suivant les scopes. Est-ce que l'un de vous, par exemple, Gianluca, vous pouvez nous expliquer vous avez des trajectoires différentes suivant le scope ? Suivant le scope, absolument. Oui. D'ailleurs, nos trajectoires et nos objectifs viennent d'être validés par SBTI au mois d'août. Donc, avec beaucoup de travail pour justement être le plus concret possible et pour minimiser, on va en parler après, la part résiduelle d'émissions. En fait, évidemment, encore une fois, chez nous, le scope 1 et 2, on a parlé, c'est aux alentours de 3%. Là, on a des objectifs très clairs. On a déjà des objectifs à 2025-2030, donc de réduction de 50% et 55% de nos émissions par rapport à 2017, avec target à 2039-2040 de moins 90%. Donc là, c'est des leviers assez clairs, c'est des efficiences, c'est donc l'énergie électrique renouvelable. On est déjà 100% en électricité renouvelable, ainsi que tout le travail sur les biomasses qu'on a déjà commencé et qu'on va accélérer. Donc là, il y a une trajectoire et des plans d'action clairs. D'ailleurs, on parlait du pourquoi. Évidemment, on a besoin d'actions court terme pour enclencher cette trajectoire, parce que sinon, si on attend de 2050, on n'y arrivera jamais. Donc c'est cette sens un peu de l'urgence climatique qu'on essaie d'instiller. Et d'ailleurs, un élément clé, je pense que j'anticipe un peu un sujet par la suite, ces trajectoires et ces targets sont inscrits pas seulement au niveau de l'entreprise, mais au niveau des objectifs de chacun d'entre nous. Donc que ça soit les ventes, c'est la partie levier. Voilà, la partie levier, exactement. Donc sur le scope 3, on en a parlé, c'est un peu plus complexe. Il y a un effet d'engagement direct, et puis on parlera après aussi de l'effet d'écosystème et de réseau. Donc là, on a déjà un engagement à moins 8% en 2025, et ensuite, avec une accélération par la suite, avec moins 20% en 2030, et encore une fois, un target à 2039 à moins 90%. D'accord. Donc ambitieux. Élodie Bernadi, vous avez aussi des trajectoires différenciées suivant les scopes ? Oui, d'ailleurs, je vous ai donné déjà 3 de nos grands engagements autour de la décarbonation de notre activité. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que pourquoi c'est hyper important d'avoir une trajectoire et notamment de faire des points d'étape. C'est aussi une manière pour nous d'organiser les financements, en fait, l'investissement. Et c'est vrai que, typiquement, je vous donne un exemple très concret sur un des engagements SBTI qui est
justement d'atteindre la neutralité carbone de nos sites. Et nous, on s'est engagé d'ici 2025. Aujourd'hui, quand on regarde les 40 sites qu'on a en France, donc la France est très particulière pour L'Oréal parce qu'on a beaucoup d'usines, des usines internationales notamment, on a des centrales de distribution, on a beaucoup de sites administratifs aussi parce que la France héberge les 4000 chercheurs de L'Oréal. On est à 69% de neutralité carbone sur ces sites. 2025, c'est demain. Donc on se rend compte qu'effectivement, là, il y a un enjeu à investir drastiquement dans de l'énergie verte, de la réduction justement de nos consommations d'énergie, donc réinvestir dans des bâtiments qui peut-être étaient un peu vieillissants. C'est notamment le cas de certaines de nos centrales de distribution. Donc on voit bien que là, il faut que l'entreprise en fait mette de l'argent sur la table pour atteindre... Pour les 1%. Exactement. D'accord. Et pour les 99%. Ah bah alors ça, c'est une autre histoire parce que justement, mais je pense qu'on va peut-être en parler. Pour nous, le grand sujet, quand même, reste le consommateur. Et là, pour nous, c'est tout... On va en parler. Voilà. C'est quels outils de communication on met en place, quels outils de pédagogie on met en place. Donc effectivement, on va parler des... Maintenant, on a parlé de mesurer, de se donner une trajectoire. Et... Peut-être vous voulez intervenir toujours sur la trajectoire, Franck Amalric ou... Ouais, je dirais un mot. D'abord, je précise, donc je travaille pour un cabinet de conseil, je ne travaille pas directement pour les banques. Oui. Donc ce que je dis ne reflète pas nécessairement ce que les banques pourraient dire sur le sujet. Il y a toutes les banques françaises se sont engagées dans la Net Zero Banking Alliance. Donc c'est une initiative sous l'égide des Nations Unies pour aligner en fait leur trajectoire des émissions qui sont attribuables à leur portefeuille, notamment crédit, donc à une trajectoire qui soit compatible avec l'atteinte de la neutralité carbone au niveau planétaire, hein, ce que vous avez rappelé tout à l'heure. Pour les banques, ça pose quand même une difficulté particulière, c'est-à-dire qu'une banque, en tout cas les grandes banques, si on prend les grandes banques françaises, elles investissent et elles soutiennent l'économie dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et donc la trajectoire, si elles continuent à le faire, la trajectoire évidemment de ces portefeuilles va suivre la trajectoire de l'économie dans son ensemble. Hein. Bon, elles peuvent essayer d'en sortir, mais à ce moment, elles ne financeront plus l'économie telle qu'elle est. Et donc, le problème de ce KPI-là, c'est qu'il n'est pas très adapté pour mesurer la contribution réelle que va faire la banque. Je m'explique, si l'économie se transformait, parce que toutes les entreprises se transforment, parce que les particuliers adoptent des modes de vie basés sur la sobriété, etc. Et ben finalement, les banques, si on regarderait le portefeuille des banques, ce portefeuille-là, lui-même, mais sans aucun effort spécifique des banques, elles suivraient simplement l'évolution de la demande de leurs clients pour des produits plus verts, etc. Et donc, ce qu'il faudrait, ce sont des KPI qui sont plus adaptés pour pouvoir suivre précisément l'effort spécifique que peuvent faire les banques pour transformer l'économie, puisque c'est ce qu'on leur demande. Quand on dit accompagner les clients dans la transition, il ne suffit pas juste de répondre à une demande de ces clients, il faut qu'il y ait un niveau de proactivité. Et ce niveau de proactivité-là, ben, finalement, on ne va pas pouvoir le mesurer en regardant simplement la trajectoire de leur portefeuille. Donc, il y a un problème spécifique pour elles, qui est peut-être d'essayer de regarder davantage les moyens qu'elles mettent et leur capacité d'influencer les acteurs qu'elles financent. Oui, c'est le débat. Est-ce que les banques doivent financer le monde tel qu'il est ou tel qu'il devrait être ? Et c'est un débat qui dure qu'on a depuis maintenant de nombreuses années. Donc, quand vous dites il y a quelque chose à faire, justement, on passe au levier. Je vous laisse la parole, Franck Amalric. Qu'est-ce que les banques pourraient faire pour agir ? Est-ce qu'on est toujours dans le exclure, accompagner ? Alors, on est beaucoup dans l'accompagner. Toutes les banques françaises, toutes les grandes banques françaises ont pris des engagements, mais ce n'est pas que les grandes banques françaises, c'est toutes les banques internationales ont pris des engagements aujourd'hui pour accompagner, j'utilise les termes qui sont utilisés, accompagner leurs clients dans la transition écologique. Donc, toute la question, c'est de savoir que veut dire cet accompagner. Comme je disais, si c'est juste répondre à une demande qui évolue parce qu'il y a un acteur qui veut rénover sa maison et qui demande... Bon, ça sert pas à grand-chose, si vous dites. Il n'y a pas de contribution spécifique de l'acteur. Donc l'accompagnement doit déjà se comprendre en termes de proactivité. Et en termes de proactivité, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se fait, c'est pas tellement sortir. Hein, l'exclusion se fait peu. Ce qui fait, c'est d'accompagner les acteurs qui veulent aller dans la transition. Alors, les choses les plus classiques, c'est autour de l'incitation, donc de baisser des taux, par exemple. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup à la mode, ce sont de fixer le taux par rapport à des objectifs donc de transformation d'une entreprise. Et donc, si l'entreprise se transforme, le taux va être un peu abaissé. Donc, c'est des incitations. Première chose.
Deuxième chose qui se fait de plus en plus, c'est de sensibiliser les acteurs. Un peu ce qu'essaye de faire également donc L'Oréal, de sensibiliser, mobiliser ces parties prenantes. De même, les banques, vous avez les conseillers bancaires qui vont commencer à parler de problématiques de transition écologique avec leurs clients. Donc évidemment, les grandes entreprises le font spontanément, elles n'ont pas besoin des banques pour le faire, mais les PME, les TPE, les professionnels, donc les agriculteurs, les artisans, etc., et puis évidemment les particuliers. Donc les sensibiliser en disant il y a possiblement des risques, donc il va falloir que vous preniez, et essayer d'évaluer leur maturité par rapport aux enjeux de durabilité. Et puis la troisième chose, qui est peut-être la chose la plus innovante dernièrement, c'est le développement de conseils en transition écologique, c'est-à-dire que les banques sont en train, certaines d'entre elles en tout cas, sont en train de développer des capacités, non seulement pour aider leurs clients à poser un diagnostic, mais aussi derrière à développer une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec des partenariats évidemment, avec tout un tas d'entreprises pour essayer d'accompagner, et donc au-delà du diagnostic, de te poser un plan d'action, de faire des recommandations, voire de se porter garant sur ce que peuvent faire un certain nombre d'intervenants, et in fine, évidemment, avec l'idée de financer tout ça pour qu'il y ait un modèle économique qui tienne la route. Et donc c'est en se posant aujourd'hui, et on voit ça au niveau international, en créant des unités spécifiques avec des compétences spécifiques pour accompagner les acteurs dans leur propre transition. D'accord. Bon. En attendant, les émissions continuent à augmenter, donc il y a effectivement encore une grande marge de manœuvre d'accompagnement, d'incitation des banques aujourd'hui. Il y a des freins, évidemment, mais je reprendrai cette question-là quand on parlera des freins. OK. Donc, on va parler des leviers pour agir. Qui est-ce qui veut prendre la parole sur cette question? Peut-être Gianluca. Quels sont vos leviers pour agir? Alors là, je parle du scope 3, en scope 1 et 2. Toujours je viens de commander. Oui. C'est relativement simple dans la mesure. Simple, encore une fois. J'entends. On a la main. On a la main directement et on a des actions qui sont claires. Le scope 3, qui encore une fois, c'est la vaste majorité de nos émissions, c'est plus complexe. Du coup, comme j'évoquais tout à l'heure, chez nous, ça part déjà d'avoir une mesure plus claire et transparente, avec ces mesures externes des émissions de nos fournisseurs via CDP, Covadis, etc. Des définitions de target, donc d'objectifs avec eux, et un suivi, mais qui ne peut être possible que, et ça c'est un peu le levier et le frein, si tout le monde rentre dans la même direction. Si on a les mêmes KPI, les mêmes standards, et donc c'est l'écosystème pousse l'ensemble de la chaîne de la valeur à aller dans cette direction. Comment vous faites pour embarquer l'écosystème? Voilà, donc déjà, on est aidé souvent par nos clients. Il y en a un ici, L'Oréal, parce que effectivement, la demande du consommateur qui passe via les sociétés de grande consommation est quelque chose à laquelle on se doit de répondre. Et cette pression qu'on a de nos clients et qu'on met nous en tant que société et qu'on essaye de pousser en tant qu'industrie sur nos fournisseurs est d'un des leviers qu'on a. Et à mon sens, l'autre est de dire de plus en plus, via certaines plateformes, quand on parlait de CDP, Covadis, etc., standardiser un peu nos demandes, parce qu'en tant que fournisseur de plusieurs sociétés et de clients importants, les exigences ne sont pas toujours les mêmes. Et du coup, se mettre d'accord aussi sur ce qu'on demande en termes d'objectifs, de KPI, comment on mesure, quels sont les targets, va nous aider, nous, mais aussi nos fournisseurs, à être plus clairs. Et cet effet de réseau et de levier va être amplifié. Donc vous discutez avec Élodie Bernadi justement là-dessus? Pas directement, mais avec les équipes L'Oréal. Voilà. Et sur un cas concret de standardisation, vous pourriez nous en donner un? Alors là, je vous parle par exemple, je rentre dans un truc qui est très spécifique. Dans le cadre de l'advisory board des Covadis, on est en train de travailler, entre autres aussi avec L'Oréal, sur un certain nombre d'axes de mesures. Les dernières, ça peut être diversity and inclusion, etc. Là, on sort un peu du cadre de la mesure du carbone pour s'aligner sur quels sont les standards qu'on veut définir, comment on les mesure, et ensuite comment tous ensemble, on utilise la puissance du réseau qu'on a créé via Ecovadis, par exemple. On a presque 100 000 sociétés qui sont évaluées et qui permet effectivement de démultiplier cet effet de levier. D'accord. Et vous disiez que pour embarquer l'écosystème, les leviers n'étaient pas les mêmes pour une très grande entreprise que pour une petite entreprise.
Qu'est-ce qui va motiver une grande entreprise? Alors, sur la grande entreprise, évidemment, c'est l'écosystème. Si je vais tout seul voir un très gros fournisseur de chimie, c'est compliqué de le faire bouger tout seul. Si l'ensemble des clients poussent de la même direction, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Au-delà de la pression, évidemment, de l'opinion publique. Hein. Donc, ce qui aide. Il y a une question d'image aussi. Et question d'image, exactement. Et question d'image, tout à fait. OK. Et sur une petite entreprise, donc Sur les petites entreprises, là, c'est plus dans la pédagogie et l'accompagnement. Parce que souvent, les très petits... Alors, si là, on rentre, par exemple, dans le naturel, qu'on achète aussi beaucoup chez nous, on a des entreprises qui sont de taille petite, moyenne. Là, c'est plus dans la pédagogie, l'accompagnement et le support. Hein. Parfois, aider ensemble, enfin, aider ces sociétés à monter en puissance, quelles sont les actions qu'ils peuvent prendre, etc. Par exemple, encore une fois, on est en train d'apprendre à nos fournisseurs comment remplir des ratings, comment créer des plans d'action qui leur permettent de s'améliorer, etc., etc. Julie Delaude, donc vous, quels sont vos leviers pour agir? Alors, les sujets carbone et environnementaux au global sont des sujets de transformation profonde. On ne change pas, je pense que c'est ce qui ressort des premiers échanges, on ne change pas du jour au lendemain, et ça demande une inertie, donc beaucoup de mobilisation des équipes, à la fois en interne et en externe, pour lancer la démarche. Nous, c'est une démarche qu'on a lancée il y a à peu près 3 ans maintenant avec le programme Positive Impact, sur lequel on commence à avoir des résultats. On l'a vu, la mesure nous permet de savoir où agir, et donc on agit sur, entre autres, la collection. En 2020, on était à 10% de produits éco-conçus. Aujourd'hui, sur la collection qui arrive en boutique, on est à 68%. Donc, on n'est ni une grande ni une petite entreprise, on est une ETI, on est un petit peu entre les deux. On n'a ni la flexibilité d'une start-up, ni les moyens d'une grande entreprise. Et en fait, c'est là où est aussi l'importance de la mobilisation en interne sur les équipes et sur les partenaires, puisque sourcer différemment, ça demande aussi de négocier, d'onboarder des prestataires qui vont nous accompagner dans cette démarche, parce que c'est du scope 3, c'est le scope le plus important, et il faut réussir à sourcer ces matériaux, le polyester recyclé, le caoutchouc naturel pour nos bottes Made in France. Et tout ça, ça demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on a une équipe maintenant qui est dédiée sur ça. Après, ce qui est important, c'est que ça fait aussi 3 ans qu'on est dans une période mouvementée. Donc, on a évidemment accéléré sur la partie éco-conception, mais on a aussi activé d'autres leviers qui ne sont pas que le produit, pas le principal. On a travaillé sur tout ce qui est transport. C'est notre deuxième point d'action avec, pour le coup, l'énergie, principalement de la manufacture, où là, encore une fois, on a fait un choix qui dépend de nous, qui est d'arrêter l'aérien sur les produits finis en aval. Et puis après, on sait que les efforts supplémentaires, toutes les autres actions vont aussi dépendre d'un écosystème, de choisir après des transports qui ont des carburants verts. On en parlait avec La Poste, mais on a des paquebots qui arrivent. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est faible, et en fait, on a besoin, pour agir, d'un mouvement aussi collectif du secteur, dans un secteur de la mode qui est quand même très fragmenté, avec beaucoup de délocalisation et d'événements sur lesquels on n'a pas directement la main. Et c'est vraiment un effet de groupe et de puissance qui va permettre à ce paquebot de transformation d'avancer. Mais alors, justement, à l'image de ce que disait Gianluca Colombo, est-ce que vous allez voir ces gens-là? Est-ce que vous vous réunissez au sein du secteur de la mode pour voir comment vous pouvez tous avancer ensemble? Puisque une des clés, c'est justement que tout le monde aille dans la même direction, puisqu'on ne peut pas y aller tout seul. Oui. Alors pour ça, il y a des mouvements, on va dire, aujourd'hui qui sont déjà amorcés. Le plus important dans le secteur de la mode, c'est le Fashion Pact, où pour le coup, il y a un mouvement collectif de réflexion, à la fois donc, principalement sur le sourcing des produits, donc les matières beaucoup naturelles. Il y a aussi un vrai sujet sur tout ce qui est énergétique, agriculture régénérative. Donc il y a un mouvement dans lequel on contribue à des groupes de travail. Mais ce n'est pas des actions qu'on peut prendre du jour au lendemain. Ça demande une transformation profonde de l'entreprise et du secteur. D'accord. Et vous parliez de produits éco-conçus. Est-ce qu'un produit éco-conçu a forcément une empreinte carbone moins importante qu'un... Alors ça, on est en train de le mesurer, parce qu'on en revient sur le point du départ. Il faut comparer des produits équivalents. Nous, on fait de l'outdoor, par exemple, donc on va comparer un produit en polyester par rapport à un produit de polyester recyclé, et on est en train de mettre en place les ACV et la traçabilité sur tous nos produits. Donc en fait, le client va avoir accès à cette information. On l'a lancé sur une 15aine de produits la saison dernière, et là on va élargir à au moins une 50aine, plus toutes nos bottes Made in France. Et donc on va donner accès à cette information de savoir
combien consomme en carbone, mais aussi sur d'autres critères environnementaux là-dessus. Donc il faut faire attention parce que des fois, on peut avoir des effets de bord. Voilà. C'est très important de mesurer de façon holistique notre empreinte. Donc oui, aujourd'hui, faire du recyclé plutôt que du polyester, ça réduit significativement l'empreinte. Après, il ne faut pas faire des raccourcis. Sur le sujet carbone, par exemple, on sait très bien que si on produit... on pense que si on produit en Chine, le transport va nous coûter plus cher en carbone, alors qu'on se rend compte que non. Parce que c'est par container. C'est par conteneur, mais en fait, si on produit en Turquie, c'est là où l'importance du sachant et de l'accompagnement dans la mesure est importante. C'est que aujourd'hui, par principe, moi la première, en tout cas moi, je le disais, si on produit en Chine, ça va nous coûter en transport, en impact carbone, plus qu'en Turquie. Et c'est faux. Parce qu'en fait, le facteur d'émission qui nous permet de calculer ça n'est pas forcément le même, c'est pas forcément les mêmes types de logistique. Donc en fait, nos actions doivent être vues de façon globale et répercutées. C'est pour ça qu'il faut agir sur les pôles principaux, tout en continuant de mesurer régulièrement ces actions pour être capable de réajuster le plan d'action derrière au fil de notre trajectoire et de nos points d'étape. Merci beaucoup. Philippe Dorge, donc comment ça se passe les leviers à la Poste pour... Eh bien, à cet égard, en fait, c'est de passer d'une entreprise engagée à une entreprise engageante. Et je crois que la Poste, par son poids, à la fois dans l'économie, contact avec la multitude, grand public, et puis contact avec à peu près toutes les grandes entreprises, on a effectivement un rôle à jouer d'être engageant. Alors comment d'abord, évidemment, vis-à-vis de ses clients, de mettre à disposition de nos clients, que ce soit des clients entreprises ou du grand public, en fait, nos analyses de cycle de vie notamment, de mettre à disposition cette mesure que nous faisons, parce que tout ça fait système, la mesure, la réduction. Si vous injectez les produits de telle manière en logistique par rapport à une autre, vous avez un impact qui est différent. C'est le sujet des certificats carbone, par exemple, avec nos clients. C'est vis-à-vis du grand public les éco-scores, et qui embarquent du coup ce sujet du scope 3, donc sur la poste.fr, vous pourrez retrouver l'éco-score. On a lancé pour le grand public au mois de mars. Donc ça veut dire, c'est concrètement... J'explique juste l'éco-score, c'est qu'un particulier peut choisir son mode de livraison. Voilà. Est-ce que finalement, je préfère avoir une livraison domicile ou hors domicile? Il y a toujours un débat. Est-ce que finalement, en tout cas, ce qui est important, c'est de choisir plutôt un mode de transport, si je prends cette image, collectif, vous voyez, le bus de la marchandise, plutôt qu'avoir évidemment un coursier qui vient spécialement pour soi. Et donc de permettre de comparer en fait ces modes de consommation. Et puis si je choisis le hors domicile, c'est d'intégrer par exemple aussi même mon propre mode de déplacement. Donc de ne pas opposer forcément les différents modes, mais de regarder finalement les conditions pour lesquelles finalement tel ou tel mode est responsable. Voilà, ça c'est les clients. Évidemment, il y a les prestataires. Et la Poste a un rôle important. Je parlais tout à l'heure de la filière transport, poids lourd. Excusez-moi, pour les clients, vous avez quand même modifié votre offre aussi, la lettre rouge. Oui, absolument. Donc ça fait partie de tout changer. Ouais. C'est le choix que nous avons fait. Alors déjà, le transport de colis, Colissimo n'est pas transporté en avion aujourd'hui. Donc c'est la garantie d'être transporté simplement par voie terrestre. Le courrier, il y avait encore l'avion, et en particulier pour la lettre rouge. Et donc à partir de mars 2023, dans le cadre de la nouvelle gamme courrier, on va supprimer les 3 liaisons aériennes nationales. Il restera les DOM quand même malgré tout, mais sinon plus de liaisons absolument et plus de liaisons nationales sur l'Hexagone. C'était 3 liaisons aériennes que nous avions encore pour le courrier, et puis 300 liaisons nationales routières. On va passer de 212 000 à 138 000 km parcourus chaque jour. D'un jour à l'autre, finalement, c'est moins 35% sur nos déplacements nationaux. Donc ça, c'est effectivement agir sur la gamme produit pour ensuite faire levier sur les moyens de production. Là, on est dans le scope 1 et 2. Voilà. Les prestataires, je parlais de la filière transport. On ne peut pas agir si nous-mêmes, nous n'entraînons pas finalement les 600 entreprises transport en France vers la décarbonation de leurs propres moyens et avoir la disponibilité des énergies hydrogène et électriques dont on a parlé. C'est aussi les prestataires de livraison, là le dernier kilomètre. Si on veut décarboner complètement la livraison en 2024 dans les métropoles, comme j'ai dit, il faut que nos prestataires de livraison eux-mêmes abandonnent leur VUL diesel pour reprendre un véhicule électrique, monter des opérations. Donc comment vous faites ? On indique qu'à partir de 23, 50% de vos moyens devront être déjà décarbonés et dans 2 ans, 100%. Et s'ils ne veulent pas ?
on l'inclut dans nos cahiers des charges d'achat, on les prévient en anticipation, mais on leur fournit aussi des moyens, notamment financiers, de location, pour les aider justement à renouveler leur flotte. Okay. Ça, c'est les prestataires. Engageantes, je crois aussi, c'est les salariés, c'est les collaborateurs. Je vous parlais tout à l'heure de fonds carbone. On n'abandonnera pas nos programmes de compensation. On a un fonds carbone interne. Et quand même, 200 000 postiers, vous voyez, ça fait masse. Et si les 200 000 postiers sont engagés aussi sur des initiatives locales qui font sens par rapport à la stratégie et au système, donc c'est aussi entreprise engageante vis-à-vis de nos collaborateurs. Et très bien. On avait évoqué aussi quelque chose de très concret, qui était l'optimisation des chargements. Oui, alors l'optimisation des chargements, je le disais tout à l'heure, si pour chacun de nous, on veut avoir dans l'heure son produit avec son coursier, ça va, c'est pas très responsable. Donc on a la solution, c'est la massification dans la logistique, c'est faire en sorte que de remplir en particulier nos caisses mobiles, vous les voyez sur l'autoroute, les caisses mobiles de Colissimo, et de les remplir jusqu'au plafond en fait. Et on est passé d'un mode de logistique par petits chariots qu'on mettait dans ces camions. On mettait 1500 colis dans une caisse mobile. Aujourd'hui, on est à 4000 colis de chargement. Et ce qui est important, c'est qu'ensuite, dans la dispersion de ces colis, encore une fois, on ait des tournées mutualisées, massifiées le plus possible. Donc les livraisons par la poste, c'est pas forcément le délai garanti à 11h30 par un livreur qui viendra spécialement pour vous, etc. Mais c'est voilà, dans un créneau horaire, un facteur en particulier qui va distribuer le courrier, mais qui va aussi distribuer les colis. 80% des Colissimo sont distribués par les facteurs, donc de mutualiser le courrier, le colis, l'imprimé publicitaire, enfin tous les services de la Poste, pour avoir une seule tournée qui permette de. Il faut arrêter les imprimés publicitaires. Ah ben ça c'est un sujet dont on pourra parler absolument, pas de sujet. Le papier est recyclable et recyclé 7 fois. Et dans les analyses de cycle de vie, il faut comparer ce qui est comparable absolument avec le digital. On pourra en parler. Ok, donc voilà, j'insistais sur cette histoire d'optimisation, de passer de 1500 à 4000 colis, parce que ça peut paraître rentrer très dans les détails, mais on s'aperçoit que parfois... C'est ça qui nous permet d'affaler de 30% déjà aujourd'hui. Mais il va falloir trouver d'autres solutions, parce que le changement d'échelle, zéro net, c'est pas seulement ça, il va falloir trouver encore d'autres solutions. Élodie Bernadi, vous, les leviers d'action chez L'Oréal, j'ai envie de réagir à plein de trucs, donc je vais essayer d'être... alors, bon, on l'a vu, effectivement, nous, notre grand levier du Scope 3, c'est le consommateur. Et la manière dont on l'adresse aujourd'hui, il est de deux ordres différents. La première, c'est effectivement comment on change la manière dont on parle au consommateur, pour justement lui donner les clés et lui expliquer justement ce que veut dire aujourd'hui un plastique recyclé, recyclable, en quoi on peut l'aider justement à limiter son impact. Et c'est une grande révolution qui est en train de s'opérer chez nous, dans nos populations marketing, mais aussi, je dirais, par effet collatéral dans nos agences de pub, c'est tout ce grand sujet de la communication responsable. Et qu'est-ce qu'on met derrière? Donc déjà, c'est effectivement aussi mesurer l'impact de cette communication responsable. Et là, on étudie beaucoup de choses chez L'Oréal, mais notamment l'impact environnemental de nos médias aujourd'hui. Il y a aussi le contenu de cette publicité, comment elle arrive à promouvoir des comportements vertueux, qui montre aux consommateurs des représentations qu'on n'avait pas l'habitude de lui montrer aujourd'hui. Nom de code, je vois un mannequin sous la douche qui se lave les cheveux, je montre un plan où elle arrête l'eau au moment où elle se shampooine. C'est des choses vraiment complètement basiques, mais qui sont maintenant de notre responsabilité, en fait, dans les représentations. Il y a aussi la diversité et l'inclusion. Alors, ce n'est pas forcément le grand sujet d'aujourd'hui, mais aussi comment on représente toutes les beautés dans nos pubs, etc. Donc, faire passer cette activité média et cette puissance média. L'Oréal est quand même le 2e annonceur en France en 2021. Donc, comment effectivement passer de l'ère de la réclame à l'ère de la pédagogie? Et les réseaux sociaux, pour ça aussi, sont un outil formidable pour nous, parce qu'ils nous permettent de prendre le temps, justement, d'expliquer comment s'utilise une recharge. Exactement, parce que la recharge, on en parlait, excusez-moi de vous couper, mais elle a beau être sur le rayon du magasin et utiliser 75% de plastique en moins, voire même 80%. Voire même 80%, eh bien, vous ne pouvez pas obliger les gens, s'ils ont surtout, enfin les consommateurs surtout, s'ils ont jeté le contenant primaire, si je puis dire, de prendre une recharge. Donc il faut là aussi
que Exactement. vous aidez. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Alors, c'est vraiment ce que je vous disais. Pour nous, l'outil principal de ça, ce sont vraiment les réseaux sociaux. Donc, nos comptes de marque, ceux qui fonctionnent bien. On a des comptes de marque qui ont beaucoup de followers, qui interagissent beaucoup. Je parlais de la marque Garnier tout à l'heure. Je pourrais parler aussi d'une autre marque très familiale qu'on a dans le portefeuille L'Oréal qui s'appelle DOP. On a aussi des marques de grande proximité, parce que des vraies marques de santé, comme La Roche-Posay, par exemple, qui interagissent aussi beaucoup avec leurs consommateurs en ligne. Et c'est là, en fait, que la porte s'ouvre et qu'on a le temps, en fait, d'expliquer effectivement ces grands changements d'usage, en fait, dans la salle de bain. Donc de dire, effectivement, gardez votre contenant ou achetez-vous un contenant pérenne. De dire aussi que comment s'utilise, par exemple, désormais on rentre dans l'ère un peu de la cosmétique solide, comment s'utilise un shampoing solide en fait. C'est vrai que c'est une expérience très nouvelle pour les consommateurs qui peut être un peu déroutante. Et donc le risque en fait, c'est qu'il n'y ait pas de réachat derrière, il y ait pas, voilà, qu'ils n'adhèrent pas en fait. On a calculé la différence d'empreinte carbone d'un shampoing solide et d'un shampoing liquide. Alors sur l'usage en eau, typiquement, ça fait partie de nos générations de technologies hautement rinçables. Je peux pas vous le dire aujourd'hui parce que le mix énergétique de chauffage en France est très dépendant des régions, des choix aussi d'agglomération. Ma question, c'était le produit lui-même, avant d'être utilisé. Ah oui, lui aussi, il est effectivement moins émetteur. Pourquoi ? Parce qu'il est plus léger aussi à transporter. Oui. Donc effectivement, quand on arrive à faire des camions complets de shampoing solide, effectivement, c'est des camions qui émettent beaucoup moins que des camions complets de shampoing liquide. Voilà, et puis c'est beaucoup plus concentré. Exactement, c'est plus concentré en fait. Un petit shampoing solide, c'est l'équivalent de 2 bouteilles de shampoing traditionnel de 250 ml. Quoi. Ouais. Mais donc là, il y a un gros travail à faire. Parce que après... Tout ça, il faut l'expliquer. Ouais. Et ça, dans une pub de 20 secondes, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'autres médias. Et je dirais le deuxième grand levier qu'on utilise sur le sujet du consommateur, c'est justement de lui donner aussi le pouvoir et de lui donner la lecture justement de l'impact environnemental des produits. Et nous aussi, chez L'Oréal, on a développé notre score d'impact environnemental qu'on a lancé sur 5 de nos grandes marques. Donc vous avez Garnier, vous avez La Roche-Posay, vous avez L'Oréal Paris, vous avez Vichy, vous avez Biotherm. L'idée, c'est de le déployer sur les 51 marques de L'Oréal, bien entendu. Donc aujourd'hui, quand vous allez sur le site web de nos marques, sur les pages de nos produits, vous voyez un score qui va de A à E, donc de vert foncé à rouge, selon l'impact environnemental des produits sur 2 grands leviers que sont le carbone, bien entendu, mais aussi l'eau, qui est aussi le grand facteur d'émission de l'industrie cosmétique. Mais là, on parle beaucoup du consommateur, mais vous avez quand même à faire encore aussi des efforts pour décarboner l'empreinte carbone de vos produits. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que là, tout n'est pas dans la main du consommateur. Non, bien sûr, tout n'est pas dans sa main. C'était le gros de notre scope 3. Ouais. Mais effectivement, après, sur le reste, on a aussi notre tout doux. Hein. Ouais. Et je voulais revenir aussi sur ce qui a été dit justement par Gianluca, parce que effectivement sur le sujet des matières premières, nous on a aussi un rôle vraiment hyper important, parce qu'effectivement on est gros, et comme on est gros, on a une grande responsabilité dans le fait d'aider aussi nos fournisseurs de rang 1, de rang 2. Et c'est vrai qu'avec Firmenich, on a un partenariat très très fort. Et je voulais l'évoquer quand même, si c'est pas que le carbone, mais aussi sur l'impact sociétal de cette transformation. Parce que c'est bien gentil d'aller demander à des agriculteurs du Mexique de nous fournir de l'aloe vera bio, sourcé durablement, si on ne leur donne pas les moyens de le faire, que ce soit leur apprendre comment le faire et financer aussi leur transformation. Et c'est comme ça aussi qu'on a un impact et qu'on rentre effectivement dans cette grande ère de la coopération entre nous, nos fournisseurs, mais je dirais même nos pairs, puisque je vous parlais de ce score d'impact environnemental. Nous, on fait partie d'un consortium qui rassemble les 46 grands acteurs de la beauté au niveau mondial pour se mettre d'accord sur un outil de mesure et sur un score. Oui. La tête qu'il va avoir, quelle indication il va donner au consommateur, parce que si chacun arrive avec son éco-score, en fait, ça devient totalement illisible pour le consommateur et il est incapable de réduire son impact. Donc il y a vraiment qu'on soit sur la mesure, la trajectoire et l'action, il y a toujours cette idée d'embarquer le système et qu'on ne peut pas avancer seul. Absolument. Ouais. Même quand on est gros. Surtout quand on est gros. Juste dans les freins, on ne va pas avoir le temps de tous les évoquer, mais tout ça, ça a un coût qui se répercute sur le produit. Comment... Alors, Gianluca Colombo, vous me disiez qu'avec la hausse des prix de l'énergie, eh bien, bizarrement, ça se passait mieux. Alors, c'est un peu une provocation, si vous voulez. Mais la réalité, c'est que en fait, toutes ces actions ont un coût, qui est un coût additionnel, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, non, il faut être aussi un peu tactique. Dans un moment où, de toute façon, il y a une inflation, ce delta devient plus petit par rapport au coût de l'ensemble, coût de production, etc. Et donc, c'est peut-être le bon moment pour donner un coup d'accélérateur. Parce qu'en ce moment, ce delta est réduit.
Donc voilà, c'était une considération peut-être un peu philosophique, un peu plus large. Après, c'est vrai qu'en fonction de la matière, des demandes qu'il y a d'un point de vue cycle de vie, etc., ce surcoût peut être plus ou moins important. Mais là, encore une fois, c'est un investissement sur le long terme. Un peu comme on a vu avec les panneaux solaires, enfin, le coût a été divisé par 100, je crois. Et même dans toutes ces actions qu'on est en train de faire au niveau des différentes filières de notre chaîne de la valeur, bien sûr, démarrer, ça a un coût, mais ensuite, quand on massifie, ces actions commencent à coûter moins cher. Et paradoxalement, le levier principal, surtout sur l'industrie, c'est l'efficience. Eh ben, si vous êtes plus efficient, vous coûtez moins cher. Donc, quelque part, le paradoxe, c'est qu'il y a un petit surcoût au démarrage, mais sur le long terme, à mon sens, c'est un bon investissement, même d'un point de vue business. D'accord, mais donc vous vous adressez à... Vous êtes en B2B. La question n'est évidemment pas la même, notamment pour Julie Delaude et Élodie Bernardi, et je crois que vous voulez dire quelque chose aussi là-dessus, parce que ça se répercute sur le produit final. Comment est-ce que... donc on a un éco-score, on voit que finalement, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, mais on voit que ça coûte plus cher d'acheter un produit, entre guillemets, vertueux. Oui. Alors, on ne va pas le cacher. Aujourd'hui, il y a deux choses, en tout cas, sur l'éco-score. Alors, nous, on a mis en place un projet de traçabilité qui est en avance de phase. Mais comme on a parlé de l'ADEME en introduction, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur de la mode, il est demandé donc, pour l'année prochaine d'afficher la traçabilité sur les 3 rangs. Donc, notre fournisseur, le fournisseur de notre fournisseur et le fournisseur de notre fournisseur. Et puis, on a pour 2024 un affichage environnemental qui va être standardisé. Donc, tout le monde va devoir faire la même chose. Et ça, c'est vrai que c'est important parce que pour pouvoir comparer des produits, comme on parlait de la nôtre, il y a plein de méthodes qui sont aujourd'hui testées. Dans les méthodes qui sont testées aujourd'hui, comme les chaînes de valeur sont très complexes, on se retrouve avec 150 points de contrôle qui vont jusqu'à quelle est l'énergie utilisée par le teinturier de votre produit. Et puis, sur nos produits qui sont des produits complexes, on va avoir des dizaines, des fois, de produits différents. Il y a une vraie complexité là-dessus. Et le deuxième point, c'est au-delà des critères, c'est aussi le choix. Il y a le nombre et le choix. Aujourd'hui, la plupart des évaluations disent ce qu'on fait de la fabrication. Mais en fait, sur tout ce qui est utilisation et fin de vie, c'est beaucoup plus difficile à quantifier. Il y a un exemple, c'est que les t-shirts qu'on fait chez Aigle, qui ont une valeur, une qualité importante, vont être en matière certainement plus... avec un coton, par exemple, plus épais. Et une empreinte carbone qui va être plus forte qu'un t-shirt lambda dans une qualité. Oui. Donc finalement, oui, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'un t-shirt de meilleure qualité, donc qui va plus durer, à condition qu'on ne s'en lasse pas au bout d'une saison, a une empreinte carbone plus importante qu'un t-shirt qui vaut 3 €. Oui. Alors, mais en fait, là c'est pareil, c'est de la pédagogie auprès des clients. Nous, on fait des vêtements pour tout le temps et qui durent dans le temps. Donc en fait, on a des vêtements qui ont un style, mais plutôt un style intemporel. Donc on n'a pas sur de la saisonnalité de la mode avec 20 collections par an. Alors, quand les gens achètent des bottes ou des parkas chez nous, s'il pleut, vous pouvez regarder, vous allez voir plein de logos différents, parce qu'on a changé de logo au fil des années, des décennies. Les gens gardent nos produits. Ça, c'est clair. Après, il faut expliquer aux clients pourquoi, au final, le bilan carbone immédiat semble plus important, mais en termes d'usage, là-dessus, on est sur un bilan carbone qui est, entre guillemets, meilleur. Mais aujourd'hui, la durabilité est très peu prise en compte, entre autres dans les affichages qui sont prévisionnels sur l'ADEME. Alors, c'est très intéressant, mais quand on rentre dans un magasin Aigle, on a déjà quand même... Enfin, c'est plutôt des catégories de la population aisée qui seront plus à même de mettre le prix pour avoir quelque chose de qualité. En revanche, Élodie, quand on a discuté, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était que... je vous repasse la parole juste après. C'était que, justement, vous adressez... Enfin, vos produits s'adressent à tout le monde. Et comment faire passer ce surcoût, et d'ailleurs, est-ce que vous le faites dans les produits de base qui s'adressent à des gens qui n'ont pas forcément... qui ne sont pas aussi favorisés que les gens qui vont chez Aigle? Alors déjà, les distributeurs sont seuls maîtres de leur prix en France. Donc, je le précise parce qu'après, c'est des recommandations en fait, qu'on peut faire. Donc effectivement, vous avez raison, on en a la chance de jouer avec 4 grandes catégories de produits, de produits de nos 4 divisions, donc de la grande distribution au luxe, en passant par la pharmacie et la coiffure. Donc c'est vrai qu'on a une palette, on offre une palette aux consommateurs de choix qui lui permet de faire des arbitrages quand même assez intéressants.
En ce qui concerne le coût de la transition, nous, on est dans une idée de chacun doit prendre sa part. Effectivement, moi, je rejoins ce qui a été dit. Oui, la transfo durable a un coût. On le sait tous. Et puis surtout en ce moment, avec la hausse du coût des matières premières. Donc, nous, on répercute une partie de ce coût dans nos prix, le moins possible pour tenir notre modèle économique. Et effectivement, on essaye de faire attention à préserver les marques qui sont les plus accessibles. Et j'ai parlé de DOP tout à l'heure. Typiquement, DOP fait partie des marques qui, au prix, au millilitre, sont les plus accessibles du portefeuille L'Oréal. Et on fait toujours attention à avoir un effet mix dans notre portefeuille qui permette quand même de garantir un bon rapport qualité-prix à nos consommateurs et de contribuer aussi aux enjeux de pouvoir d'achat, même si... C'est-à-dire que des marques comme DOP vont moins augmenter que d'autres? Elles vont augmenter probablement dans des proportions différentes. Ouais. On va jouer avec ça. Ouais. Okay. Est-ce que vous voulez, Philippe Dorge ou Franck, avant qu'on conclue sur la dernière séquence, dire quelque chose sur les freins et sur ce sujet? D'abord, j'embraye sur ce qu'a dit, je souligne ce qu'a dit John Lucas sur la crise actuelle, qui finalement change aussi largement la donne et finalement va créer des opportunités parce que l'augmentation du prix de l'énergie fait que finalement ça va quand même dans le même sens, c'est-à-dire d'aller chercher des économies. À titre d'exemple, juste le plan de sobriété qu'on met en place là pour cet hiver dans toutes les grandes entreprises, d'aller chercher moins 10, moins 15% dans nos consommations d'énergie, il faut le faire par des mesures très concrètes, ça va évidemment dans le même sens. Mais dans notre débat, en fait, c'est le sujet de l'information autour, finalement, du prix implicite, finalement, du carbone, au moins implicite, si c'est pas... Après, il y a les sujets de taxonomie, mais finalement, est-ce qu'on fait apparaître aux consommateurs les externalités, finalement, qui... Voilà, et alors là, on est très loin, parce que d'abord, on n'a pas de prix aujourd'hui implicite. Alors, on a des affichages. Par exemple, Colissimo, c'est 408 grammes de CO2 par colis. Voilà, on fait cette information au-delà même du score écologique, meilleur aujourd'hui sur le marché. Effectivement, après, il y a le sujet de l'usage derrière qu'on en fait. Enfin, c'est cette information. Mais il n'y a pas de prix implicite aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'est pas très engagé dans les débats publics aujourd'hui autour de quel est le prix de la tonne carbone, etc. Donc là, il faudrait une tonne carbone à combien? Il faudra au moins converger les économistes, les pouvoirs publics sur et des informations type par exemple la livraison gratuite, c'est pas vrai, c'est faux, c'est une fausse information qu'on donne aux consommateurs en disant la livraison est gratuite. Non, elle peut être offerte éventuellement par le retailer, mais elle n'est pas gratuite. Donc il faut qu'on avance sur cette information autour à la fois de la consommation de carbone, voire même d'un prix derrière pour le valoriser. Merci. Effectivement, c'est important. Franck Amalric. Vous avez, pardon. Oui. Donc pour revenir à ce que les banques essayent de faire pour accompagner leurs clients, évidemment, le coût de la transition est un blocage, très clairement. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de convaincre, sensibiliser, vous pouvez apporter tout un tas de solutions, mais in fine, s'il n'y a pas de modèle économique ou si ça coûte trop cher, on peut penser encore à la rénovation énergétique des bâtiments. On voit bien aujourd'hui, malgré toutes les aides qui peuvent être faites, pas uniquement par les banques, mais par l'État, etc., pour susciter ça, qu'il y a en effet un problème de coût. Ce que j'aimerais revenir, c'est aussi à la question sur l'échange qu'on avait eu. Juste une chose, ne pas confondre le coût pour le consommateur final qui s'achète des produits de première nécessité, notamment pour se laver, et puis le coût global de la transition. Et le GIEC est très clair et dit l'inaction va coûter plus cher que l'action. Non, là, je parle du coût très, très clairement pour un particulier ou pour un artisan qui va changer, par exemple, passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Donc c'est un investissement. Et de la il peut y avoir une aide des pouvoirs publics. Il peut y avoir une aide, mais cette aide peut ne pas être suffisante. Donc ça peut être un élément de frein très clairement. L'autre chose, ça reste encore l'acceptabilité, je veux dire très simplement, du discours sur la transition écologique.
C'est-à-dire qu'ici, on est chez ProDurable, ça nous semble une évidence, cette nécessité de le faire. Nous, on voit, en tout cas, pour discuter beaucoup avec des conseillers bancaires qui sont sur le terrain, qui essayent de passer ce message-là, la difficulté que ça peut être, encore aujourd'hui, ne serait-ce que de parler de transition écologique avec un artisan, avec une TPE, avec des particuliers, parce que c'est encore connoté de façon politiquement, de façon assez forte, pour faire simple, autour des écolos, etc. Et ce n'est pas encore perçu au niveau où on souhaiterait que ce le soit, comme le grand projet politique de l'Union européenne, de la Commission, etc., et de la France aujourd'hui. Donc il y a encore ça. Et puis on touche assez rapidement quand même des sujets politiques. Alors, ce qui se passe au Texas et en Floride va pas nécessairement se passer en France, mais on voit aujourd'hui des instances politiques qui disent, sur tous les débats sur l'ESG, sur la transition, qui disent ben ça, c'est pas le projet de société qu'on a chez nous. Et les acteurs, notamment les acteurs, les grands investisseurs qui veulent promouvoir ça, ben on va essayer de s'opposer parce qu'il y a une remise en cause aussi de l'aspect démocratique, hein, de vouloir promouvoir ça. En fait, dès qu'on essaye de changer. Alors, vous pouvez préciser ce qui se passe, c'est-à-dire que au Texas, il y a des refus oui, au Texas, mais maintenant cette législation se fait. Ils ont regardé, si vous voulez, ce que faisait BlackRock, mais pas que BlackRock, tous les grands gestionnaires d'actifs. Ils ont dit on veut arrêter de travailler, donc de confier l'argent public de l'État de Texas à des acteurs qui seraient en train de promouvoir la transition écologique, c'est-à-dire des solutions de sortie du pétrole. On ne met pas BlackRock dedans. Pardon ? On met BlackRock dans ceux qui sont BlackRock était une des cibles spécifiques et ils ont été cités par le contrôleur du Texas. Sur la liste, ils ont établi une liste de gestionnaires d'actifs qui étaient en train de promouvoir l'ESG et qui étaient blacklistés en fait. Et BlackRock était sur cette liste-là. Oui, après, on peut discuter évidemment si s'ils doivent y être ou non. Mais bon, le fait est qu'ils y sont. Voilà. Donc, pour revenir à la question de la légitimité des banques, on parle toujours, dans le cas des banques françaises, du financement des grands énergéticiens, etc. Mais on peut revenir, par exemple, à ce qui a été dit sur l'agriculture ou sur le transport routier, par exemple. Est-ce que les banques françaises, si les banques françaises aujourd'hui arrêtaient de financer le transport routier parce que ça émet, eh ben, on pourrait se poser des questions, en tout cas, sur la légitimité ou non des banques d'imposer à l'économie française une transformation que les pouvoirs publics ne sont pas en train de faire. Je fais la transition sur la dernière partie. On est en retard, mais la fin de notre table ronde, les derniers mots, c'est décarboner ou tout changer. Et évidemment, si tout ce dont on vient de parler ne devait pas suffire, et on voit que là, on voit que jusqu'à maintenant, on n'a pas pris le bon chemin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous êtes prêts à interroger vos modèles d'affaires et à faire éviter d'une croissance en volume toujours plus importante? Parce qu'effectivement, et l'ADEME souligne ça, il est possible de vendre toujours plus de produits, quand bien même ceci serait vertueux. Si finalement cela augmente les émissions du scope 3, ça n'a aucun intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça? Et est-ce que parmi vous, ce sont des discussions qui sont déjà en train d'émerger? Je vais y répondre, peut-être. Je vais tenter de répondre, apporter une réponse. D'abord, c'est l'idée d'une transition juste. C'est-à-dire que nous-mêmes, on le voit bien, nous sommes engagés. Et en même temps, il faut faire fonctionner l'économie. Cette économie va nous permettre justement de financer cette transition. Donc, et le sujet, c'est de ne pas d'avoir, dans les ajustements que nous devrons faire, d'avoir un équilibre et de ne pas faire peser de façon inégalitaire, en fait, ces ajustements. Et pour ça, il faut changer effectivement, on l'a bien vu, nos stratégies, parce qu'on ne fera pas cette trajectoire si on ne change pas nos stratégies. Mais j'insiste sur un point, c'est-à-dire que dans le fonctionnement de nos économies, pour qu'elles continuent, il faut rendre visible ce prix du carbone. Et tant qu'on ne rend pas visible ce prix du carbone, et je me tourne passionnellement vers le milieu financier, notre économie, qui est une économie capitaliste, ne le prendra pas en compte. Et donc aujourd'hui, on est très en retard sur rendre visible à la fois le prix de la tonne carbone ou au moins de façon implicite quel est, en termes d'investissement,
dans le coût évité de la tonne carbone. Si on ne rend pas visible cela, et puis bien sûr c'est tout le débat de la taxonomie, ce sera difficile. Donc il faut accélérer, il faut vraiment avancer pour rendre visible, encore une fois, dans les grandes décisions stratégiques d'investissement, financement, ce sujet de la décarbonation. Pas forcément d'ailleurs pour le faire payer au client final. C'est ça que parce que vous parliez de transition juste. Oui, de transition juste. C'est-à-dire que c'est un peu, je prends l'image de la TVA, hein, vous avez la valeur ajoutée, de faire apparaître finalement la valeur ajoutée. À chaque échelon de la création de valeur bout en bout, vous carbonez un peu plus, etc. Donc de le faire apparaître, et en même temps, il ne faut pas évidemment faire peser cette carbonation ajoutée dans le prix de cession final au grand public. C'est là qu'il y a un sujet entre nous et entre les entreprises, les institutions financières et le pouvoir public, à mon sens. Je voudrais revenir, merci. Je voudrais revenir donc sur cette question de réinterroger le modèle d'affaires. Quand on a préparé, alors j'ai pas posé la question à tout le monde, mais il se trouve que Firmenich m'a dit que au bout de sa trajectoire, il resterait 10% d'émissions résiduelles. Alors 10%, peut-être, alors c'est très peu, hein, mais en même temps, c'est encore trop. Donc, on voit bien, et vous avez fait l'effort de le calculer et de le communiquer. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres. Enfin, je pense qu'ils n'en sont peut-être pas encore à ce stade de la mesure, de la trajectoire. Mais il est évident que tout le monde ne va pas réussir à réduire totalement. Donc, à un moment donné, il faut réinterroger le modèle. Julie Delhautte, vous vendez des produits très durables. Oui, comment ça se passe? C'est ça. Ça dépend en fait du modèle initial qu'on a. Et je vais parler du secteur de la mode, qui est le secteur que je maîtrise. Vous parliez de croissance liée au volume. Et en fait, il y a des modèles différents. Et nous, on est une marque à 170 ans d'existence l'année prochaine. Et on n'est pas une marque basée sur le volume, on est une marque basée sur la valeur. Et je pense que c'est ce qui fait un peu la différence aujourd'hui, c'est que on cherche surtout à faire des produits de qualité et désirables, parce que, soyons honnêtes, hein, dans notre secteur, les gens ne vont pas acheter une parka parce qu'elle est en recyclé. Ils vont l'acheter parce qu'elle a un style intemporel, qu'elle va durer et qu'elle est recyclée, mais pas uniquement. Donc il y a une importance de faire attention à ne pas faire de la qualité pour de la qualité, parce que si le client ne l'achète pas, il va aller peut-être se tourner vers quelque chose qui est moins durable, moins pérenne. Et donc, quand on a des produits qui durent 30 ans, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Le troisième triptyque, entre guillemets, ça va être, donc, on a parlé de la qualité, de la durabilité, de la désirabilité et de la rentabilité. Une marque, nous, on a le devoir de la faire perdurer encore des dizaines, voire des centaines d'années. Et là-dessus, c'est important. On ne peut pas nous dire. Par contre, en termes de développement, il y a soit on cherche à vendre plus à un client, et ce n'est pas notre cas, parce que justement, on est dans la durabilité. Donc, on ne peut pas vendre 15 parkas chaque année, pendant 15 ans, à la même personne. Par contre, on a une volonté d'expansion à l'international. Et l'objectif est plutôt de convaincre, avec de la pédagogie, les clients, pour leur dire qu'il vaut mieux acheter un produit durable, qui a un style et qui n'est pas dans la tendance, et que pour le coup, dans la durée, ils s'y retrouvent. Et c'est gagnant pour eux et pour nous. D'accord, donc ça marche en fait si vous venez vous substituer à des produits de fast fashion. Parce que sinon, si ces produits-là continuent plus vous, au final, ça va, voilà, on ne va pas y arriver. Je sens qu'Élodie voulait dire quelque chose. Je ne veux rien souffler à ma voisine de gauche qui connaît mieux son business qu'elle-même, mais moi, ce que je trouve remarquable chez Aigle, c'est surtout la promotion de la seconde vie que vous faites, quoi. Donc ça, je trouve ça, c'est un nouveau modèle économique et qui malheureusement est peu accessible pour des produits comme nous, L'Oréal. Si on aimerait beaucoup, mais non. Et donc nous, nous, on se pose effectivement la question de notre modèle. Effectivement, le vendre moins mais mieux, ça, on y croit beaucoup. Sur la potentialisation effectivement de la vie de nos produits, essayer de trouver des circuits de remonétisation, développer aussi nos politiques de dons. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille vraiment très concrètement aujourd'hui en France. Effectivement, se dire, une fois que j'ai des invendus, qui sont liés aussi à nos politiques commerciales, donc il y a un vrai travail à faire avec nos clients, mais une fois qu'on l'a fait, effectivement, comment je deviens une entreprise plus solidaire et comment effectivement je partage plus afin de potentialiser aussi la seconde vie de nos produits. Et après, moi, le sujet sur lequel on réfléchit, c'est vrai que nous, chez L'Oréal, on a vraiment deux grands sujets stratégiques de développement des années qui viennent, c'est la transformation digitale et la transformation durable. Et derrière la transformation digitale, L'Oréal investit beaucoup dans ce qu'on appelle la beauty tech, qui est effectivement comment j'arrive à plutôt proposer des services de beauté
que peut-être demain des produits de beauté. Et on a présenté, pour vous donner un exemple très concret, on a présenté à Vivatech cette année une initiative sur notre marque Saint-Laurent. Donc on a la licence Saint-Laurent sur la beauté chez L'Oréal. Donc on a développé un device qui s'appelle Rouge Signature et qui permet, avec 3 recharges, de développer plus d'une 60aine de teintes de rouge à lèvres dans la juste quantité dont une femme a besoin, ou un homme d'ailleurs, peu importe, c'est complètement idiot ce que je dis, toute la journée. Tout va bien. Voilà, avec donc, ce que je disais, plus d'une 60aine de teintes, en accord avec son humeur, la manière dont il ou elle est habillé, etc. Et qui permet en fait d'éviter à l'avenir, dans le futur, d'avoir une salle de bain dans laquelle il y aura 15, 20 bâtons de rouge à lèvres. Oui, et dans les Sephora, 300 bâtons de rouge à lèvres. Quoi. Voilà. Pour conclure, et j'ai pas du tout rempli ma mission de laisser de la place pour les questions, je suis désolée, mais vous pourrez peut-être discuter avec les intervenants. Juste, dernier mot, Gianluca Colombo, vous avez dit, on s'est posé la question quand on a préparé cette table ronde, est-ce que tous mes produits font partie de la transition ou pas ? Oui. C'est une question qu'on doit se poser. C'est une vraie question. Vous travaillez pour l'alimentaire. Alors, et on travaille pour l'alimentaire, on travaille pour la beauté. Oui. En fait, est-ce que tous nos produits contribuent directement, indirectement ? Oui. Après, il y en a certains qui aident et supportent des changements de consommation et de mode de vie. On a donné un exemple très concret sur la partie alimentation. On a des produits qui s'appellent Smart Proteins qui aident nos clients à remplacer des protéines animales avec des protéines végétales. Alors, ça aide aussi tout le trend vers tout ce qui est végétarien, vegan, etc. Mais ça a un impact qu'on ne mesure pas directement dans nos Scope 3, mais qui a un impact très fort. Donc ça contribue. Mais ça contribue. Et donc, c'est là où la croissance n'est pas nécessairement à l'encontre de la décarbonation, parce que justement, juste l'année dernière, ces produits ont aidé nos clients à réduire à plus de 2 300 000 tonnes équivalent CO2. Donc, je vois que tout le monde... Mais, alors oui, je conclus. Effectivement, merci beaucoup. Effectivement, et ça reste, pour conclure avec l'ADEME, enfin en tout cas dans la version que j'ai des 10 principes, se pose encore la question des produits qui contribuent à la consommation, doivent-ils suivre les mêmes, les mêmes engagements de réduction, éviter, séquestrer, s'ils permettent d'éviter chez les autres de façon très importante. Je suis désolée pour le temps qui a glissé. J'espère que vous allez pouvoir répondre à d'éventuelles questions de gens qui viendraient vous voir peut-être à l'extérieur. Je vous remercie beaucoup de cette table ronde. Bonne journée.